Parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur les impayés de charges de copropriété. Ce webinaire, c'est un webinaire qui est organisé par notre cabinet Alenium Consultant, dont je suis l'associé en charge du secteur de l'habitat. Pour vous situer un petit peu, puis pour vous accueillir, donc, nous sommes un cabinet d'une cinquantaine de consultants. Nous accompagnons nos clients sur des projets de transformation métier, organisationnelle et numérique dans différents secteurs. Le secteur public, l'éducation, les transports et la finance. Dans le domaine de l'habitat, nous intervenons auprès d'acteurs de l'habitat privé, dont un certain nombre sont réunis aujourd'hui, mais également du logement social et des administrations. À travers ces différentes missions, nous constatons, comme vous le savez, que la question des impayés, qui est une question toujours sensible et plus que jamais d'actualité après l'année que l'on vient de vivre. On l'éprouve auprès de nos missions, auprès de l'ANA, de syndics et également d'organismes HLM comme Paris Habitat qu'on accompagne actuellement sur un plan de prévention et de lutte contre les impayés. Voilà, c'est un sujet important, d'actualité, et il nous est apparu pertinent dans cette période de réunir autour d'une même table, une table malheureusement numérique aujourd'hui, des acteurs de différents horizons qui apportent au quotidien des réponses concrètes aux situations d'impayés. Je vais maintenant passer la main à mon collègue Landry pour la suite des événements et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, merci Alexandre. Merci à nos intervenants et merci à tous d'être connectés nombreux ce matin à ce webinaire sur les impayés de charges de copropriété. Alors, vous venez en tant qu'invité d'horizons très, très différents. Vous êtes syndic, association, administration publique, services déconcentrés de l'État notamment, des avocats, des bureaux d'études, des startups, ce qui permettra sans nul doute d'alimenter les échanges tout au long de ce webinaire. Alors, pourquoi on a décidé de se réunir ce matin sur cet enjeu des impayés de charges de copropriété ? C'est d'abord parce qu'à l'occasion des interventions qu'Alenium a réalisées auprès des acteurs de l'habitat et de l'Agence nationale de l'habitat en particulier, dont Sébastien Wagner est le représentant et à mes côtés ce matin, sur la conception du registre des copropriétés et son animation, un outil que les syndics connaissent bien, qu'il est apparu que le premier symptôme finalement de la fragilisation d'une copropriété, c'était l'impayé de charges. Ensuite, parce que le niveau de charge, le niveau d'impayé de charge déjà inquiétant s'est amplifié avec la crise sanitaire et sociale. Et d'ailleurs, le Premier ministre a récemment été saisi à ce sujet par l'ARC. Et enfin, parce que nous sommes avec nos intervenants ce matin collectivement convaincus que c'est par une meilleure prévention de cet enjeu, par des outils déployés tant à l'échelle des syndics qu'à l'échelle des pouvoirs publics, des opérateurs ou des associations, que la fragilisation, voire la dégradation des copropriétés peuvent être évitées. Alors, quelles solutions s'ouvrent et s'offrent aux syndics pour prévenir, repérer et traiter ces situations d'impayés? On aura deux moments clés dans ce webinaire. Un premier moment où on traitera plutôt du repérage des situations d'impayés qui peuvent s'avérer problématiques et mener vers une fragilisation de la copropriété. Ou deuxième moment, on traitera également du traitement de ces situations et notamment du traitement structurel de l'impayé en termes de rénovation énergétique, de solvabilisation des ménages. L'idée étant là de voir quelles sont les solutions pour prévenir avant qu'elles ne se créent ces situations. Alors, on a conçu ce webinaire comme un moment d'échange et de table ronde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme on a beaucoup d'intervenants ce matin, on ne prendra pas de questions à l'oral directement, mais vous n'hésitez pas à utiliser le question-réponse de Zoom qui est en bas de votre écran sur votre interface. Et on s'en fera les relais de toutes ces questions. On essaiera de répondre au maximum de ces questions avec nos intervenants. On a prévu à peu près 1h30 d'échange. Et puis, bien sûr, vous avez, et on a nous la chance d'accueillir ce matin des personnes de haut niveau qui sont représentants de plusieurs fédérations s'agissant des syndics. On a la FNAIM, on a l'UNIS, on a Solia avec Estelle Baron, on a l'ANA pour l'État.
et KLISR, Monsieur Papadopoulos, qui en est le secrétaire général. Donc vraiment, on a globalement la palette de tous les acteurs des copropriétés autour de cette table virtuelle ce matin autour de ce sujet. Donc j'espère que les échanges vous satisferont. On va d'abord commencer par nos intervenants pour qu'ils se présentent aussi leur structure, la façon dont elle intervient sur les impayés de charges, et puis on commencera après directement à rentrer dans le vif du sujet. On va peut-être commencer avec Estelle Baron. Oui, bonjour à tous. Estelle Baron, responsable du pôle conduite de projet territoire chez Solia, Paris Hauts-de-Seine-Val d'Oise. Solia, c'est une association, c'est un mouvement associatif qui travaille sur toutes les problématiques d'amélioration de l'habitat au sens large. Et donc, le pôle conduite de projet de territoire de notre Solia est chargé de la mise en œuvre des dispositifs publics d'intervention dans l'habitat privé. Et donc, ça va du traitement de la LHI, enfin de la lutte contre l'habitat indigne avec des volets coercitifs jusqu'à l'amélioration énergétique du parc privé en passant par le traitement l'accompagnement des copropriétés dites en difficulté, qui est donc le sujet qui va nous concerner un peu plus spécifiquement aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être Olivier Safar. Bonjour à tous, je suis donc Olivier Safar, je suis syndic de copropriété, cabinet Safar, cabinet situé à Paris en région parisienne. On est installé sur Paris et sur le 93. Je suis en même temps le président adjoint de l'UNIS en charge de la copropriété sur toute la France et président de KLISR pour effectivement toute la partie des syndics de redressement et de prévention de façon importante. Le point important, c'est qu'au niveau de l'UNIS, on a une appréhension très claire des difficultés des impayés des charges de copropriété. On sent déjà une petite augmentation des impayés ces temps-ci. On a effectivement une visibilité qui nous dit que les gens sont très inquiets et ont peur probablement d'engager d'abord des travaux et de s'occuper de leur copropriété, mais on en reparlera tout à l'heure. Je laisse à tous les autres le temps de se présenter. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Monsieur Jean-Charles Albanesi. Oui, bonjour à tous, Jean-Charles Albanesi. Donc, moi aussi, je suis syndic de copropriété à Paris, dans le 12e arrondissement. Alors, petite structure familiale, on gère 70 immeubles sur Paris et la région parisienne. Donc, j'apporterai peut-être un témoignage d'une société à taille assez réduite qui est confrontée aussi aux difficultés de recouvrement de charges et qui adapte son organisation à cette difficulté. Je suis effectivement en parallèle président de la Commission nationale copropriété de la FNAIM. Et comme l'a dit très justement Olivier Safar juste à l'instant, on constate d'un point de vue national un frémissement des difficultés à régler les charges de copropriété, sans doute liées à la crise sanitaire. La crise sanitaire a également engendrer des difficultés de réunion pour les assemblées générales avec la tenue des assemblées générales uniquement par vote par correspondance ou par visioconférence pour les syndics qui étaient en mesure de le faire, avec donc des difficultés à prendre des décisions, que ce soit sur des travaux de rénovation énergétique qui pourraient permettre effectivement de réduire les charges de certains postes de dépenses des copropriétaires. Et on est un petit peu inquiet justement sur la possibilité d'engager des travaux assez rapidement. La crise sanitaire est a priori plutôt sur le déclin, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais on est assez dubitatif sur le fait que ça puisse repartir facilement et comme avant la crise sanitaire. Et notamment aujourd'hui, je pense qu'on a pas mal de copropriétaires qui sont peut-être sous perfusion de l'État, et je crains moi peut-être une dégradation de la situation des charges impayées une fois que la crise sanitaire justement sera passée. Aujourd'hui, il y a un petit frémissement, mais j'ai quelques craintes sur les prochains mois. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Papadopoulos pour KLISR. Vous n'avez pas votre son. Oui, voilà. Bonjour. Moi, je ne suis pas syndic, mais je l'ai été. Actuellement dans le civil, je suis rédacteur en chef d'un site de veille professionnelle pour les
notamment pour les syndics de copropriété, aussi les agents immobiliers administrateurs de biens. Ça s'appelle univerimopro.com. Je suis également formateur et consultant, principalement dans le domaine de la copropriété. Donc, observateur attentif, évidemment, de tout ce qui se passe dans le domaine de la copropriété. Et là, j'interviens aujourd'hui en tant que assurant les fonctions de secrétaire général de l'association CALIESR. L'association CALIESR, un petit mot, elle rassemble l'essentiel des acteurs intervenant dans le traitement précoce des difficultés, puis l'accompagnement et le redressement des copropriétés dégradées. Ces acteurs, ce sont les syndics professionnels, évidemment, impliqués dans ces actions, mais aussi les opérateurs de l'habitat, les associations de copropriétaires, les agences et services de l'État, les collectivités, etc. Et donc, plusieurs personnes autour de la table virtuelle en font partie et ou nous soutiennent. Notre objectif est la constitution d'un réseau de syndics que je pourrais qualifier de confiance pour mener à bien avec les autres acteurs ces opérations. Alors, des syndics membres au premier échelon signataires d'une charte d'engagement et des syndics certifiés au deuxième échelon, puisque notre association a créé une certification de service qui s'appelle Syndic Prévention Redressement, délivrée par un organisme certificateur qui est SGS CALISER. Tous les syndics de ce double réseau, en fait, s'engagent chacun à ses niveaux à mettre en œuvre les compétences et les moyens nécessaires, appropriés, au traitement des copropriétés en situation difficile. Et au-delà, on en parlera un petit peu, notre association a aussi vocation à être force de proposition, notamment dans le domaine de la prévention et le traitement des impayés, qui sont, comme vous l'avez dit, une des causes, aussi une conséquence, hein, c'est un peu un élément qui est constitué d'un cercle vicieux, des processus qui s'enclenchent et qui conduisent aux copropriétés dégradées. Merci beaucoup. Et puis, vous êtes déjà remercié dans le chat pour toutes les actions CALIESR. N'hésitez pas à poser vos questions via ce biais en bas de Zoom à nos intervenants. On va terminer le tour de table avec Sébastien Wagner qui est à mes côtés. Alors, Sébastien Caté-Wagner, le nom de ma femme. Donc, je suis responsable copropriété à l'Agence nationale de l'habitat. Donc, l'ANA, c'est l'agence qui finance le parc privé pour les différentes thématiques, que ce soit la lutte contre l'habitat indigne, le conventionnement des loyers propriétaires bailleurs, pour l'autonomie et le maintien des personnes âgées à leur logement, la rénovation énergétique, on pourra, je pense, en parler en deuxième partie, et bien entendu la lutte contre les copropriétés dégradées et en difficulté. Donc, au sein de l'agence, on tient le registre d'immatriculation des copropriétés qui a été créé suite à Allure pour qu'on puisse avoir des données et pour pouvoir prévenir le plus en amont possible les copropriétés qui se fragilisent, et notamment dans notre thématique d'aujourd'hui sur les impayés. Donc l'Agence nationale de l'habitat, c'est à peu près 64 000 logements qui sont en copropriété en difficulté que l'agence soutient financièrement. C'est aussi une agence qui soutient aussi les initiatives privées, et notamment l'association CALIESR, en termes de financement pour pouvoir engager les syndics de redressement. Et elle a un panel d'outils destinés vraiment aux copropriétés, qu'elles soient fragiles, qu'elles souhaitent faire de la rénovation énergétique, ou qu'elles soient en très grande difficulté, ou pour qu'il y ait un soutien massif de l'agence. Et je rappelle que l'agence est une agence girondine, c'est-à-dire qu'il faut que les collectivités locales lancent les opérations en lien avec l'ANA. Donc l'ANA ne lance pas des opérations comme ça, décidées de Paris, ce sont vraiment des décisions locales entre les collectivités et les préfets pour lancer des opérations ANA. Et je reviens sur ce que disaient Olivier et Jean-Charles au niveau du registre d'immatriculation de copropriété. On voit ce frémissement aussi des impayés, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Et actuellement, il y a un matelas de secours pour tous les propriétaires. Ce matelas de secours, c'est sur la crise sanitaire où l'État paye 80% par le chômage partiel des gens, soutient les commerçants, etc. Et donc, les charges arrivent à peu près à être maintenues. Et ce qui m'inquiète aussi particulièrement, c'est quand ce filet de sécurité disparaîtra, que va-t-il se passer dans les copropriétés? Et donc, avec ce risque d'explosion de charges, mais je vous confirme, en tout cas dans les données du registre, on a un frémissement, une augmentation des impayés qui commence à venir. Et j'en parlerai plus en détail, puisque Madame la Ministre, Madame Vargon, nous a demandé de lancer un observatoire sur les impayés de charges en copropriété, et je vous donnerai quelques chiffres pendant nos débats. Merci beaucoup.
pour ces introductions qui vont amener donc à d'importants développements sur ces sujets. On va commencer donc par le repérage des situations d'impayés de charges problématiques. Globalement, quand est-ce qu'il devient problématique? Quel est le seuil de déclenchement d'une situation qui peut amener à une dégradation globale de la copropriété? Comment on détecte ces situations et quels outils permettent de cibler les copropriétés à risque et d'estimer finalement le niveau de risque? On va commencer d'abord cette première partie avec Estelle Baron et la vision de Solia sur ces éléments pour introduire un petit peu nos propos. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pour approfondir certains points. On s'en fera les relais juste après que nos intervenants ont évoqué leur vision sur la problématique du repérage des situations d'impayés. Merci. Oui, donc effectivement, pour parler du repérage des situations d'impayés, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a deux façons d'entendre les impayés en copropriété. Il y a déjà l'entrée individuelle, c'est-à-dire à partir de quand on doit s'inquiéter d'un impayé d'un copropriétaire. Donc là, je pense que les syndics, les professionnels qui sont autour de table, y reviendront un peu plus précisément sur les moments où il y a une situation qui peut inquiéter au niveau individuel. On considère, nous, en tant qu'opérateurs, dans les copropriétés qu'on accompagne, qui sont dites fragiles, ou en difficulté, qu'au-delà d'un trimestre et demi, 2 trimestres de retard, on commence à être sur une situation qu'il faut surveiller de très près et sur laquelle il faut être actif rapidement pour éviter que justement le retard devienne difficile à résorber, puisqu'il faut avoir en tête que rattraper un retard d'impayé, c'est à la fois continuer le paiement de ses charges courantes et en même temps pouvoir rembourser l'arriéré de charge. Donc j'imagine que les professionnels reviendront plus en détail sur cette notion-là, mais disons qu'il y a ce volet individuel et que toutes les situations individuelles au sein d'une copropriété doivent évidemment être regardées, accompagnées pour éviter l'aggravation de la situation et des traitements au niveau des impayés qui peuvent être plus lourds, plus coûteux pour une copropriété quand on est sur des impayés très importants qui peuvent peser à la fois sur la trésorerie de la copropriété et à la fois sur les frais de procédure qu'il va falloir engager pour recouvrer les impayés. Et en dernier lieu, évidemment, sur un risque de ne pas pouvoir recouvrer la totalité des impayés, puisque, alors là, on ne va pas rentrer tout de suite dans les éléments techniques, mais il y a un mécanisme qui fait que la copropriété ne peut pas récupérer la totalité des sommes impayées si le débiteur doit par ailleurs de l'argent à la banque, etc. et que le montant de mise en vente à l'issue d'une saisie immobilière ne permet pas de couvrir la totalité des créances du copropriétaire. Et puis après, il y a le niveau de repérage qu'on va avoir plutôt au niveau de la copropriété, c'est-à-dire qu'il y a des copropriétés au sein desquelles le cumul des impayés commence à créer des dysfonctionnements et provoque des dysfonctionnements importants. Et donc là, on va rejoindre un peu plus l'action de l'ANA ou l'action des opérateurs des collectivités locales sur le fait de repérer les copropriétés qui rentrent dans ces signes de fragilité. Donc, il y a différentes façons de les interpréter, il y a différents aussi outils qui sont permis. Donc c'est difficile ici de s'arrêter sur un chiffre ou sur un volume, mais disons que la loi prévoit quand même une procédure d'alerte qui prévoit qu'au-delà de 15 à 25% d'impayés selon la taille de la copropriété, on va considérer qu'on est dans une situation suffisamment inquiétante pour préconiser une analyse, un rapport, un diagnostic de la situation pour aider le syndic, le conseil syndical, l'assemblée générale à définir des actions qui vont permettre de résorber ce retard global au niveau de la copropriété, puisque les impayés engendrent effectivement un retard de paiement des fournisseurs, éventuellement une dégradation de la qualité des services sur la copropriété. Et donc, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure dans les introductions respectives, c'est effectivement un cercle vicieux qui va pouvoir déclencher d'autres dysfonctionnements ou un symptôme d'éléments qui sont déjà dysfonctionnants dans la copropriété et sur lesquels il va falloir agir, comme un niveau de charge trop élevé, comme un retard d'entretien, etc., etc. Donc, en fait, on a bien ces deux entrées-là
Et on va avoir deux façons de traiter ces entrées, que ce soit au niveau individuel, le repérage au niveau de l'impayé individuel, ou le cumul d'impayés qui va être problématique pour le bon fonctionnement d'une copropriété et qui doit être aussi surveillé et sur lequel on doit pouvoir agir le plus précocement possible. Merci, merci beaucoup. Alors, pour rebondir sur votre propos, Olivier Safar, vous, évidemment, sur les situations individuelles d'impayés, vous disiez qu'il fallait quand même bien identifier les causes de ces situations d'impayés avant éventuellement d'aboutir à un repérage plus fin. Alors, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est qu'on a l'impression que l'impayé, c'est le résultat de difficultés. La plupart du temps, ça peut être la cause. Donc, il faut, attention, analyser les choses des deux côtés. Et deuxième point, il faut bien regarder les situations individuelles. Il y a des accidents de la vie pour certains, le divorce, les décès, des difficultés financières parce que vous avez perdu votre emploi et vous vous retrouvez au chômage. Oui, il faut les apprécier. Et le rôle du syndic, c'est d'être proche de ses copropriétaires. Quand il y a des accidents de la vie, la première chose, c'est de prendre contact pour le copropriétaire avec le syndic et de mettre en place un échéancier au niveau des paiements. Pourquoi? Parce que ça nous évite d'aller en procédure, de dépenser des frais d'avocat, d'huissier et autres frais de procédure, bien évidemment, qui vont encore augmenter le montant des dépenses du syndicat des copropriétaires et probablement développer les impayés des autres copropriétaires. Donc ça, c'est quand même un rôle très important du syndic, c'est d'être proche de ses copropriétaires. Quand effectivement il se rend compte qu'il y a un impayé, c'est la lettre de relance, mais c'est aussi la lettre de mise en demeure. Et je rappelle que dans la mise en demeure aujourd'hui, il y a la proposition obligatoire de rencontrer le copropriétaire et de mettre en place un échéancier pour cela. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est très important. Et il appartient au syndic de regarder effectivement où en est ces impayés. Est-ce qu'ils ont un trimestre de retard et certains ont l'habitude d'avoir un trimestre de retard pour payer, ou est-ce qu'on est passé au-dessus du deuxième trimestre de retard et là, bien évidemment, la mise en œuvre de procédures est différente. Et le rôle du syndic, c'est de mettre en œuvre ces procédures quoi qu'il arrive. C'est son job. Il n'a pas besoin de mandat d'assemblée générale pour engager des procédures de recouvrement. Et ça, je le dis clairement, c'est le rôle de syndic de le faire. En revanche, il n'est pas question non plus d'assigner un copropriétaire parce qu'il a 15 jours de retard ou parce qu'il ne doit que 150 € de charge. Il faut effectivement bien prendre la mesure des différentes choses et engager les choses de façon différente. Le point important, et ça je voudrais quand même y revenir, c'est qu'à un moment, plus on a d'impayés, plus on a de frais de procédure, plus on va augmenter les dépenses, plus on aura d'impayés. C'est un cercle vicieux, aucun doute là-dessus. Le but du jeu, c'est de couper ce cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est rentré dedans, il va falloir aller jusqu'à la vente et la saisie immobilière des biens et la vente judiciaire de ces biens. Et bien évidemment, ça met 2 ans, 3 ans, voire 4 ans pour arriver effectivement, à arrêter le problème de l'impayé, mais 2, à recouvrer toute ou partie des sommes. Et c'est souvent qu'une partie. Donc, bien évidemment, le but du jeu, c'est d'arriver à la prévention. Et c'est le rôle, effectivement, du syndic, mais c'est aussi la vision qu'on a à CALISR, donc, que je préside, en disant que, attention, il faut maintenant bien identifier les copropriétés fragiles. Il faut demander au syndic de faire très attention à ces problèmes d'impayés, mais aussi aux problèmes de gouvernance, parce que c'est un point important, et aux problèmes des travaux qui sont à réaliser dans la copropriété. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que certaines copropriétés n'ont pas fait des travaux pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Or, aujourd'hui, on va avoir des problèmes, des fuites d'eau, des interventions, des réparations, des petits problèmes qui font que si vous avez un budget de 50 000 €, d'un seul coup, vous avez eu 3 fuites importantes et vous vous retrouvez avec des dépenses de l'ordre de 60 000 €, 10 000 € de plus. C'est beaucoup d'argent. Et là, bien évidemment, c'est parce qu'on n'a pas entretenu l'immeuble, c'est parce qu'on n'a pas fait les travaux qu'il fallait faire au fur et à mesure. L'immeuble, il est comme nous, il vieillit. Et l'obsolescence de l'immeuble nécessite que l'on fasse et que l'on programme des travaux. Et ça, c'est le rôle du conseil syndical et du syndic de l'organiser. Et c'est là où la gouvernance est importante. Il est important d'avoir un conseil syndical impliqué, d'avoir un conseil syndical qui connaît l'immeuble, qui connaît son état, on va dire, de vieillissement. Et tout ça, c'est le rôle du DTG. Et on est, nous, très favorables à la mise en place d'un DTG qui va nous donner diagnostic technique global, j'explique, qui va donner effectivement une vision de l'immeuble, qui va permettre de programmer des travaux sur du long terme.
Pourquoi? Parce que les travaux, ça ne se fait pas tout en un an. Ça peut se faire en 3 ans, 5 ans, 7 ans, voire 10 ans. Mais il faut les programmer, l'organiser, organiser les financements, organiser le fonds de travaux qui va avec pour effectivement ne pas se retrouver du jour au lendemain à payer la totalité des travaux et en même temps avoir une augmentation des impayés de charges. Merci beaucoup pour cette vision du repérage des impayés. Vous, Monsieur Albanese, vous gérez environ 70 immeubles, si je ne m'abuse, à Paris, en région parisienne. Avec ce syndic de taille intermédiaire que vous êtes, quelle est votre appréhension de cette problématique? Alors, je vous remercie déjà de me qualifier de syndic de taille intermédiaire, parce que je me qualifie moi-même de syndic microscopique, donc ça me donne un petit peu plus d'importance et je vous en remercie. Je parle de la taille du cabinet, hein. Après, voilà, c'est pas une question de longueur ou de taille, mais voilà. Olivier l'a très bien fait, comme d'habitude. De toute façon, il a été très clair sur le processus de recouvrement de charges dans les cabinets de syndic de copropriété. Je voudrais apporter une petite précision, parce qu'il a dit une chose très intéressante, c'est qu'effectivement, les copropriétaires, a priori, hein, c'est à eux de venir indiquer quand ils ont des difficultés. Un accident de la vie, une perte d'emploi, une personne à charge qui vient au domicile et ça devient compliqué. On a une transformation de la société, hein, on le voit dans tous les domaines. Et ce type de difficultés de la vie qui vont venir grever le budget des ménages sont de plus en plus nombreuses. Et je mets volontairement de côté la crise sanitaire qui vient rajouter dessus une couche de difficultés. Mais par principe, en fait, c'est aux copropriétaires qui commencent à avoir des difficultés d'alerter le syndic. Parce que le syndic ne peut pas le savoir comme ça. Il peut, effectivement, en ayant une vision laser de toutes les situations de trésorerie, de tous les immeubles, reprendre un par un les comptes des copropriétaires pour savoir s'il y a une difficulté ou pourquoi tout d'un coup il y a un trimestre qui n'est pas payé et que le retard s'accumule. En observant l'historique du compte de chaque copropriétaire, on voit si on a quelqu'un qui réglait très régulièrement, puis tout d'un coup ça commence à devenir un peu plus lent. Voilà, on arrive à déterminer ce genre de choses. Mais il est très difficile pour le syndic d'aller savoir pourquoi M. Tartampion, qui payait très régulièrement ses charges, ne les règle plus ou en tout cas est en train de s'enfoncer petit à petit. Donc, si vous voulez, le syndic on va dire peut-être jusqu'à présent et jusqu'à cette crise sanitaire, le syndic pouvait avoir un rôle assez passif dans la détermination du débit de charge, en disant, de toute façon, c'est au propriétaire de venir vers nous pour nous indiquer qu'il a une difficulté. On le relance, on le met en demeure, tout ce processus qu'a décrit Olivier. Et puis, s'il n'y a toujours pas de signaux de vie du propriétaire, on l'assigne. Et puis, derrière, le juge fait son travail. Et puis, effectivement, on vient agrandir les charges de copropriété. Je rebondis juste sur une petite chose, c'est effectivement, on s'aperçoit que les juges sont parfois pas très enclins à permettre aux syndicats des copropriétaires d'obtenir soit le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile, soit des dommages-intérêts pour aller recouvrer les charges des copropriétaires qui s'enfoncent. Et du coup, il y a toujours un reste à charge pour les syndicats de copropriétaires qui, derrière, augmentent leurs charges de manière mécanique, hein, puisqu'il y a ce reste à charge qui leur reste sur les bras. Je pense qu'avec cette crise sanitaire, peut-être que la profession doit communiquer vers, et notamment nos grandes associations syndicales, communiquer vers les adhérents vers leurs adhérents pour être plus proactifs dans ce domaine et peut-être améliorer la communication pour bien insister sur le fait qu'effectivement, c'est au copropriétaire de venir indiquer qu'il a des difficultés. Je pense, moi, alors c'est mon expérience et c'est l'analyse de mon cabinet, en tout cas des débiteurs de mon cabinet, que la majorité des copropriétaires qui sont en difficulté, qui ont vraiment un accident ou quelque chose qui ne leur permet pas de faire face à leurs charges, se signalent auprès du syndic. On mène quand même pas mal de procédures contre des copropriétaires débiteurs, parce que ceux-là, il ne faut pas les oublier non plus, qui sont de mauvaise foi. On a parfois des investisseurs qui louent leur logement, ils en louent plusieurs dans l'immeuble, et qui ne règlent pas leurs charges. Et là, je suis parfois assez surpris de voir les décisions des tribunaux qui
comment dire, qui n'arrivent pas à déterminer non plus qu'on ne se retrouve pas face à quelqu'un qui a des difficultés et qu'on doit aider en mettant en place un échéancier de paiement ou en étalant la dette, etc. Mais face à des gens qui sont de mauvaise foi. Ça arrive aussi, et il y en a quand même quelques-uns. Et là, le danger pour la copropriété est majeur. Parce que si vous avez un immeuble de 20 copropriétaires avec un gros propriétaire, un propriétaire de plusieurs appartements qui ne paye pas ses charges, vous grevez assez rapidement le budget de la copropriété. On peut se retrouver dans une situation dramatique, alors que ce n'est pas un problème de charges impayées du fait d'un accident, c'est l'abstention de paiement des charges. Et là, je pense qu'il faut être sévère vis-à-vis de ces gens-là, et on arrive à les déterminer. La majorité des copropriétaires payent leurs charges quand on les met en demeure derrière, soit ils nous contactent, soit ils payent. Bon, maintenant, attention effectivement à cet effet de la crise sanitaire qui vient vraiment alourdir la charge, enfin, en tout cas mettre en difficulté certains ménages qui étaient peut-être en voie de fragilisation mais qui y arrivaient jusque-là. Et puis, Olivier l'a très bien souligné aussi, l'entretien des copropriétés. Effectivement, des copropriétés qui ne sont pas entretenues depuis longtemps, on est obligé de faire des travaux. Il y a effectivement aussi cette notion de rénovation énergétique qui va, a priori, avoir un effet bénéfique sur les copropriétés, puisqu'on devrait réduire les charges en améliorant le rendement de la chaufferie, par exemple, ou en faisant des travaux d'isolation qui vont permettre de réduire le coût des consommations individuelles de chacun. Mais pour engager ces travaux, même si on a des mesures d'aide, et merci encore une fois à l'ANA pour le dispositif MaPrimeRénov'CoPro, mais même si on a ces aides, il faut quand même que les copropriétaires sortent de l'argent. Et là, quand on est déjà en situation difficile pour payer ses charges courantes, qu'est-ce que ça va engendrer? Je suis assez inquiet sur ce domaine-là. Voilà. Bien, justement, vous concluez sur l'ANA, et c'est au tour de Sébastien, sur l'échelle, cette fois, copropriété voire territoire. Je vais être beaucoup plus macro, parce que vous avez entièrement raison, un impayé de charge, c'est une relation individuelle entre le copropriétaire, le syndic et des fois le service sociaux locaux pour pouvoir traiter les impayés, et c'est du cas par cas. Et en fait, chaque histoire est différente, mais comme chaque copropriété a son histoire, et chaque copropriétaire a son histoire et donc ses difficultés de la vie ou de mauvaise foi, comme vous le disiez. C'était un très gros sujet dans les années 2000, le traitement des copropriétés en difficulté, parce qu'on se rendait compte en fait que l'État, son agence, donc l'ANA, et les collectivités intervenaient souvent très tard pour traiter les copropriétés en difficulté, et qui coûtait en termes d'argent public très cher. Et donc l'objectif, ça a été vraiment d'aller sur de la prévention en termes de copropriété et de donner en fait les moyens, en tout cas aux collectivités, de pouvoir repérer le plus en amont possible les copropriétés qui commencent à basculer en difficulté. De là, l'ANA, via la loi Allure, comme je disais dans mon introduction, a créé deux dispositifs. Le premier, que les syndics connaissent très bien, c'est le registre d'immatriculation de copropriété, suite loi Allure, qui permet d'avoir des données, notamment financières, techniques, et de l'état de la copropriété en général, mais surtout financier, notamment avec le montant des impayés, le montant des charges, le montant des dettes fournisseurs, le nombre de copropriétaires débiteurs supérieur à 300 €, même si les 300 €, c'est à voir selon la taille de la copropriété et les charges qu'il y a dedans. Et ce registre, en fait, est à destination des collectivités locales qui peuvent en fait utiliser ce registre avec un outil de cartographie, de recherche, notamment on peut faire une recherche. Je veux voir les copropriétés qui ont plus de 15% d'impayés ou 25% d'impayés, comme le dit Estelle, pour voir s'il y en a qui sont éligibles aux mandataires ad hoc. Ce qui permet en fait pour les collectivités d'avoir une vision dans le temps et dans l'espace des différentes copropriétés, dès là où il faut intervenir le plus en amont possible sur son territoire, des copropriétés qui commencent à passer en fragilité ou celles qui sont déjà en difficulté où il faut une intervention de l'Agence nationale de l'habitat notamment. Et ce registre est très intéressant, mais comme le disait un peu Olivier, ce n'est pas que les impayés qui fait qu'on est face à une copropriété en difficulté. C'est aussi l'état technique de l'immeuble. Vous me dites 5, 10 ans de pas de travaux. Ce qu'il y a dans l'escarcelle de l'ANA, c'est plutôt 40 ans sans travaux qui arrivent dans nos dispositifs.
c'est aussi le fonctionnement et la gestion, et la relation entre le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires, un règlement de copropriété qui est adapté à la vie de la copropriété en général, et aussi son environnement urbain. Clairement, l'environnement urbain, le quartier, fait un effet sur la copropriété. Donc, c'est un effet très exogène qui peut aussi impacter la copropriété dans sa fragilité, sa difficulté, d'où l'enjeu, en tout cas pour l'ANA, que tous les projets urbains qui se font, je peux donner deux exemples. Par exemple, en région Île-de-France, il y a le métro du Grand Paris qui va avoir un grand effet sur les copropriétés. On en profite pour pousser les collectivités à avoir des interventions sur les copropriétés qui doivent être autour de ces métros pour pouvoir les faire rénover et contribuer, on va dire, dans les super projets urbains qu'il peut y avoir en région Île-de-France, mais cela touche l'ensemble des territoires quand ils lancent des projets d'importance. On finance aussi à destination des collectivités locales des observatoires de copropriété. Pour ceux qui ne savent pas, il existe déjà des observatoires sur le logement social. Et en fait, on contribue à ce que les collectivités créent des observatoires sur les différents volets de fonctionnement qu'il y a derrière pour vraiment avoir une définition, une cartographie à l'instant T des copropriétés, comment elles vont, et de voir vraiment leur évolution. Et ça, on le finance à destination de toutes les collectivités. C'est surtout aujourd'hui les grandes métropoles, ce qui est normal, parce que c'est elles qui concentrent les copropriétés qui ont créé ces observatoires. Mais de plus en plus de territoires, notamment de villes moyennes, commencent à créer ces observatoires pour pouvoir repérer le plus en amont les copropriétés. Je continue sur le registre et je vous donne quelques chiffres. Actuellement, on a à peu près 475 000 copropriétés immatriculées. Ça représente presque 11 millions de logements. Sur ces copropriétés, on a 2 milliards d'euros de dettes de copropriétaires au mois de mars. C'est une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière. Donc, quand je vous disais qu'il y avait un frémissement qui était en train de se noter, on le voit. Ça représente 1 million de copropriétaires qui ont une dette de plus de 300 euros de charge. Donc, on voit bien que ça touche, les impayés de charges touchent quand même une grande partie des copropriétés. En regardant plus les données, on voit, et notamment via la crise de 2008, qu'il y a des effets crise économique d'augmentation d'impayés qui se traitent dans les 3/4 des cas à court et moyen terme, c'est-à-dire les gens retrouvent un travail, se remettent à payer leurs charges, négociation entre syndic et copropriétaires avec des plans d'apurement, on voit que ça marche, mais on voit que les impayés sont concentrés sur un nombre limité de copropriétés. Et là-dessus, je vous donne aussi deux chiffres. Sur les 2 milliards de dettes, 1,5 milliard sont concentrés sur 29% des copropriétés du territoire. Autre chose, si on regarde les impayés de plus de 50% par rapport au budget, c'est 26 000 copropriétés en France, et elle représente à elle seule, ces 26 000 copropriétés, 1 milliard d'euros de dettes. Donc, elle concentre près de la moitié des dettes en France. Et donc, en constat comme ça, on voit qu'il y a des impayés partout, et en fait, c'est courant qu'on ait des impayés, parce que c'est la vie personnelle des gens, les difficultés qu'il peut y avoir actuellement dans les copropriétés, mais on voit que les impayés, en fait, se concentrent et explosent, notamment dans les crises économiques, sur certaines de copropriétés qui sont déjà fragiles. Et ces 26 000 copropriétés, une grande partie sont déjà en dispositif ANA, mais dans le dispositif ANA, et notamment le plan initiative copropriété, où c'est un investissement de 2 milliards d'euros de l'ANA, ça représente 56 000 logements. Ces 26 000 copropriétés, ça représente 500 000 logements. Et la dette moyenne de ces copropriétaires dans ces 26 000 copropriétés, c'est près de 6 000 euros de dette par copropriétaire. Donc, on voit bien une concentration en fait, des impayés de charges sur certaines copropriétés où il va falloir, à mon sens, une intervention publique, certes, mais aussi peut-être modifier les réglementations, avoir des syndics vraiment professionnels sur ces 26 000 copropriétés, en tout cas de pouvoir travailler et contribuer ensemble à traiter ces impayés sur ces copropriétés les plus en difficulté, parce qu'on voit bien que les impayés se concentrent sur certaines copropriétés, pas toutes les copropriétés de France. Merci beaucoup Sébastien pour ce panorama aussi chiffré de l'impayé et de la fragilité des copros qui a été aussi qui est là grâce à l'outil du registre que l'ANA a conçu. Monsieur Papadopoulos, vous pour éviter ces dérives que dépeignait Sébastien en termes d'impayés, de dégradation des copropriétés, vous, chez vous, grâce au label CALISR, vous
réalisé tout un tas de formations sur la prévention et le repérage des impayés de copropriété. Oui, tout à fait. Effectivement, nous, notre action, si vous voulez, dans ce domaine, c'est essentiellement une action de formation. Après, je dirais, au niveau de la certification, il y a un côté sélectif, si vous voulez, de la certification sur ces critères-là, mais voilà. Nous sommes en train de démarrer une action. En fait, les syndics membres de CalISR doivent dorénavant souscrire dès leur adhésion à une charte d'engagement qui comporte par anticipation, en mode volontaire, un certain nombre d'engagements du référentiel de la certification, mais aussi celui de faire suivre par leurs équipes, les équipes dédiées aux copropriétés fragiles ou en difficulté, un certain nombre de formations, dont une notamment sur la prévention et le traitement optimisé des impayés. Cette formation insistera beaucoup sur le profilage des débiteurs, la recherche de solutions amiables, enfin, tout un ensemble de choses qui ont été évoquées d'ailleurs par Olivier et Jean-Charles tout à l'heure. La recherche de solutions amiables, la mobilisation des aides pour les débiteurs de bonne foi, et l'adoption de stratégies de recouvrement adaptées à chaque profil. Cette formation vise à enrichir le rôle et la responsabilité du syndic dans le recouvrement des charges, et le positionner comme dans une fonction plus de pilotage des actions à mener, plus active, même plus proactive que le simple initiateur mécanique qu'il est trop souvent. Un initiateur mécanique d'actions de relance, puis d'actions judiciaires qui sont confiées sans réelle maîtrise à des avocats spécialisés qui, par définition, ne vont faire que du judiciaire. Voilà. Nous souhaitons aussi impliquer les conseils, enfin les inciter à impliquer les conseils syndicaux dans la lutte contre les impayés et leur traitement, car dès lors que les conseils syndicaux se départissent de leur tropisme habituel et de dire les impayés c'est l'affaire du syndic, c'est pas notre affaire, hein, ils peuvent être d'une aide précieuse, à la fois en prévention, parce qu'ils ont un rôle de pédagogie et de responsabilisation des copropriétaires, et lors des traitements plus lourds de recouvrement, pour aider le syndic à agir avec le maximum de discernement, hein, on l'a évoqué et c'est extrêmement important, et pour légitimer aussi son action auprès des autres copropriétaires en l'expliquant, parce que les copropriétaires ont tendance à ne pas comprendre pourquoi ça dure si longtemps, que fait le syndic, qu'est-ce que c'est que toutes ces actions qu'il nous explique avec un jargon souvent inaccessible, etc. Voilà, donc cette action de sensibilisation des syndics sur ce point est importante, mais surtout leur renforcer chez eux le sentiment qu'ils ont un rôle à jouer et un rôle beaucoup plus de pilote du recouvrement, plus que, je dirais, simplement d'avoir recours à des acteurs extérieurs à qui on va sous-traiter finalement le problème. Merci beaucoup. Alors, avant de passer au deuxième moment de notre webinaire, on va prendre quelques questions que vous avez posées dans le chat. Et la première d'entre elles, c'est une question de Serge Sokolski. Au regard de certaines situations, notamment de certaines petites copropriétés plus ou moins désorganisées, comment identifier les impayés et notamment être sûr de leur montant? Je ne sais pas qui souhaite éventuellement. Monsieur Albanese? Oui, alors, ça rejoint un petit peu la question du rôle du conseil syndical. Peu importe la taille de la copropriété, en fait, mais le rôle du conseil syndical, il est effectivement important. Et grâce à des outils que le législateur nous a imposés, d'ailleurs, mais qui sont, à mon sens, très bénéfiques, c'est notamment l'extranet copropriété. Les copropriétaires peuvent, alors les membres du conseil syndical, hein, ont un accès justement à la situation de trésorerie de l'immeuble et donc au compte en tout cas, la situation des copropriétaires à un instant T. Ce qui veut dire que, effectivement, si le syndic n'est pas forcément très vigilant, les copropriétaires peuvent voir si un copropriétaire, si la dette d'un copropriétaire
s'enfonce petit à petit. Là aussi, c'est une question de communication entre les copropriétaires et le syndic. Il y a parfois des copropriétaires avec lesquels on prend des arrangements où on voit que la dette se réduit mais peu, et il faut aller expliquer au conseil syndical pourquoi on a ce type de dette et comment elle est structurée. Mais on a des clés avec ces outils assez interactifs, on va dire, pour permettre d'assurer cette discussion ou en tout cas cet échange conseil syndical-syndic. Et que ce soit une petite copropriété ou une grande copropriété, en termes de nombre de copropriétaires, on arrive à pouvoir le gérer comme ça. Maintenant, encore faut-il que le syndic ait mis à disposition de ses copropriétaires un extranet. Et puis encore faut-il que la copropriété soit gérée par un syndic professionnel. Là aussi, c'est une question qui se pose parce que nous avons aujourd'hui les outils pour pouvoir le faire. Derrière, je pense qu'un syndic bénévole est en mesure de le faire avec les copropriétaires, mais peut-être pas avec des outils aussi immédiats et rapides. Voilà. Mais on a des outils qui permettent cette discussion et cet échange avec les copropriétaires pour permettre d'améliorer la situation. Très bien. On a d'autres questions qui tournent autour de la présentation de Sébastien sur le registre des copros, notamment est-ce qu'il y avait des projets qui étaient liés à ce registre, comment disposer des chiffres, est-ce qu'il y a des alertes qui émanent du registre, notamment communiquées vis-à-vis des collectivités territoriales ou des opérateurs? Alors, il y avait aussi une autre question sur comment savoir où sont toutes les copropriétés en difficulté qui étaient au tout début, si mes souvenirs sont bons. Donc, sur le site de l'ANA.fr, vous avez toutes les opérations programmées. Donc, c'est les OPA, copropriétés dégradées et plans de sauvegarde. Donc, vous avez la visibilité de l'ensemble des copropriétés qui sont en dispositif copropriétés en difficulté sur le site de l'ANA.fr. Pour les données registres, donc elles sont accessibles aux collectivités locales et agences d'État, ainsi de suite. On est en attente d'un décret pour pouvoir le mettre en mode open data, c'est-à-dire que tout le monde pourrait avoir accès à l'ensemble des données, et notamment d'avoir un annuaire des syndics qui gèrent, parce que des fois il y a des difficultés entre immeubles, on a besoin d'avoir le coordonné du syndic voisin, et donc de pouvoir créer cet annuaire. Donc je suis en forte attente de ce décret pour pouvoir créer une open data aux côtés du registre pour que l'ensemble des données soient accessibles. Sur les petites copropriétés désorganisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de syndic, et que c'est les notaires qui, en fait, immatriculent les copropriétés et qu'ensuite elles sont laissées à l'abandon, c'est, comme je vous le disais, comme l'agence est girondine, c'est vraiment, on a besoin d'accompagnement des collectivités locales. Et il y a un dispositif qui est là pour ça, qui s'appelle le POPAC, excusez-moi des sigles, on adore les sigles à l'ANA, qui est le programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriété, qui est un des objectifs, c'est de réorganiser l'ensemble des copropriétés, notamment en centre ancien, les petites copropriétés désorganisées. Et ça me va dans un autre sujet, parce que tout autour de la table, on est des professionnels, et il faut penser au syndic bénévole. Pour un syndic bénévole, c'est aussi beaucoup plus compliqué de traiter les impayés, parce que ce sont quand même des voisins. C'est une procédure à bien maîtriser auprès des tribunaux, parce qu'il suffit d'une erreur et le tribunal retoque les impayés. Donc moi, j'ai aussi une inquiétude sur les syndics bénévoles. Est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir gérer quand il y a des impayés qui deviennent trop importants? Je pose une question comme ça autour de table. Ne devrait-il pas, et je sais que l'ARC réagirait peut-être méchamment à ce que je dis, mais à partir d'un certain taux d'impayés, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que ce soit un professionnel certifié syndic de redressement qui reprenne l'immeuble et que ce ne soit pas un syndic bénévole? En tout cas, je me pose ces questions de pouvoir prévenir et traiter les copropriétés les plus en difficulté. Je me pose des questions aussi sur la formation des syndics professionnels, parce que dans les copropriétés en difficulté, par exemple, on fait voter un protocole de recouvrement qui est voté en Assemblée générale, qui met les différentes méthodologies, à partir de quand la mise en demeure se fait, à partir de quelle date on prend le huissier, à partir de quelle date on prend l'avocat. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi tous ensemble réfléchir à un protocole de recouvrement qui soit un peu une sorte de charte obligatoire pour tous les syndics, même les syndics non spécialisés en redressement, et qu'au moins tout le monde, tous les habitants, tous les propriétaires savent c'est quoi la méthodologie en fait des procédures et à partir de quelle période, à partir de quelle date on le fait. Autre chose qui est dans la philosophie de l'ANA, on est une agence à vocation sociale, donc d'aider les plus modestes à pouvoir se maintenir dans les copropriétés. Et je trouve ça aberrant, mais vous me direz,
peut-être que je me trompe, que les revenus sont mensuels, l'ensemble des charges sont mensuelles, et les charges de copropriété sont, elles, trimestrielles. Et pour des gens qui ont peu de revenus ou pas de revenus, quasiment pas, la gestion de budget est difficile quand les charges sont trimestrielles. Et pourquoi pas avoir cette option, en tout cas de mensuel, je vous dirais obligatoire, mais peut-être optionnel, de pouvoir mensualiser les charges et d'être sécurisé, en tout cas en termes de recouvrement des syndics, etc. Et on le voit bien que la dernière recette qui était trimestrielle, c'était les retraites, qui sont, elles, devenues mensuelles depuis maintenant de nombreuses années, et que les dernières charges qui sont aujourd'hui trimestrielles et non plus mensuelles sont les charges de copropriété. Et ça, vraiment, pour les propriétaires modestes et très modestes, en gestion de budget, c'est très compliqué. Et je pense qu'en tout cas, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Peut-être que je vais m'arrêter là parce que d'autres autour de la table peuvent peut-être réagir et me crier dessus. Alors, est-ce que c'est le cas autour de la table? Alors, crier dessus, non. Je ne vais pas dire ça comme ça. Sébastien, est-ce qu'on doit effectivement avoir un protocole sur le recouvrement? La réponse est oui. Mais ce protocole sera différent pour toutes les copropriétés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre le même protocole dans chacune des copropriétés. Il faut l'adapter. Il y a un moment où on est sur de la lettre de relance parce qu'on a certains copropriétaires qui l'oublient, qui sont partis en vacances parce que ça arrive encore et qui oublient de payer leurs charges. Oui, ça c'est une façon différente. On en a d'autres qui sont des copropriétaires qui sont de mauvaise foi et qui attendent d'être mis en demeure ou d'être devant le tribunal pour payer. Ceux-là, il faut les identifier et on sait déjà qu'on va engager des procédures derrière. Oui, il faut l'organiser. Oui, il faut que le syndic soit formé sur cette partie-là. Aucun doute là-dessus, et qu'il le fasse de concert avec le conseil syndical. Tout à l'heure, je vous ai parlé de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas que le syndic. Ce n'est pas que le syndic bénévole ou le syndic professionnel. C'est aussi le conseil syndical. Et si vous n'avez pas une gestion entre le syndic et le conseil syndical de concert pour organiser les choses, vous allez dans le mur. Et ça, c'est le point le plus important aujourd'hui dans ces copropriétés qui sont effectivement fragilisées, qui peuvent devenir des copropriétés en difficulté. Le but du jeu, c'est de comprendre, de les identifier et d'éviter que de fragiles, elles deviennent copropriétés en difficulté. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a toujours des difficultés sur non pas le recouvrement, mais sur les travaux. Et ça, c'est une réalité. Et dire que les pas de travaux n'ont pas été faits sur les 20 ans, 30 ans ou 40 ans derniers, c'est vrai. Mais à un moment, il y a certains travaux qui ont été faits. La mise en place du fonds de travaux a été à un moment intellectuellement bénéfique. La seule chose, c'est que l'intellectuel est une chose, la mise en place en est une autre. Et on se rend compte aujourd'hui que le fonds de travaux est mis en place par tous les syndics, mais qu'il est utilisé chaque année. C'est-à-dire que vous l'avez constitué l'année N, l'année N+1, vous allez l'utiliser en totalité et vous le reconstituez la même année. Ça veut dire que votre fonds de travaux, il reste que de 5% du budget, quoi qu'il arrive, flat sur les années suivantes. Non, et parfois, il monte à 7,5% le temps d'utiliser les montants qui ont été votés en Assemblée générale. Et ça, c'est une vraie difficulté pour l'entretien des immeubles et cette analyse. Et c'est ce qui va aujourd'hui faire que l'on va faire certains petits travaux qui sont effectivement peut-être plus coûteux que de faire des gros travaux qui vont permettre de diminuer les charges et d'entretenir et de tenir le bâtiment en bon état. C'est le point. Alors, sauf si quelqu'un d'autre veut réagir aux propos d'Olivier Saffar. Estelle? Oui? Oui, alors pas forcément au propos d'Olivier Saffar en tant que tel, mais un peu à tous les échanges qu'on vient d'avoir et notamment à d'autres éléments que j'ai vus apparaître dans le chat, mais qui fait un petit peu la transition peut-être sur les questions de comment agir également, puisqu'on a commencé un petit peu à aborder tout ça à travers les réactions des uns et des autres. Mais par exemple, j'ai vu pas mal de commentaires sur des personnes qui disent mais il faut aussi que le syndic soit bienveillant, et puis il y a des débiteurs qui peuvent avoir honte de se faire connaître et qui peuvent avoir honte de saisir le syndic. Nous, quand on intervient dans une copropriété, une des actions qu'on mène pour essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, c'est de reclarifier comment fonctionne une copropriété, quel rôle ont les instances entre elles et un peu ce que chacun doit pouvoir mettre en place et comment la copropriété doit bien fonctionner. Un débiteur, un copropriétaire, il n'est pas censé ignorer qu'il doit payer des charges. Et effectivement, ce n'est pas au syndic de le lui rappeler tous les trimestres. C'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement de la copropriété, qui doit être inhérent au rôle de copropriétaire. Et un copropriétaire, quand il ne peut pas payer ses charges, c'est à lui
normalement de se faire connaître, d'expliquer effectivement sa situation. Alors même si, encore une fois, on peut comprendre que ce soit difficile, que ce ne soit pas simple. Et dans le chat, on a vu aussi qu'il y avait des réactions, et ça fait écho à tout ce qui a été dit, sur le fait que le conseil syndical peut être un facilitateur pour inciter le copropriété à se faire connaître, pour éventuellement recueillir le copropriétaire, la situation du copropriétaire et la faire connaître au syndic. C'est vraiment le copropriétaire, il a du mal à en parler au syndic directement. Mais enfin, je sais pas, mais quelqu'un qui doit ses impôts, il va pas se dire, bah là j'ai une difficulté, c'est aux impôts de me relancer et de me demander pourquoi je peux pas payer mes impôts cette année. Forcément, qu'il va se dire, il faut que je me fasse connaître, il faut que je mette en place un échéancier, sinon je vais avoir une indemnité supplémentaire et je vais être imposé de façon majorée. Donc, pour la copropriété, on ne peut pas attendre du syndic, à mon sens, dans une gestion normale, qu'il y ait un effort de communication supplémentaire qui soit fait auprès des débiteurs, sauf à envisager que ce soit une des missions qu'on attend spécifiquement du syndic, et qu'il y ait des honoraires du coup qui permettent de gérer cette proximité, cette relance, ce travail de proximité avec les débiteurs, parce qu'on considère que les impayés sont un problème important dans cette copropriété, inhérent à son fonctionnement, et qu'il faut qu'on ait un syndic qui agisse spécifiquement là-dessus. Et là, on rejoint effectivement les échanges qu'il y avait aussi dans le chat, sur le fait que typiquement, pouvoir permettre à des syndics d'agir de façon plus appuyée sur certains axes du redressement d'une copropriété, d'avoir des actions de proximité plus importantes, ça requiert du temps, ça demande du temps. Donc ça veut dire que les gestionnaires doivent être aussi allégés, entre guillemets, de leur portefeuille de gestion. Et donc, il faut que les copropriétaires aussi puissent assumer potentiellement des honoraires de syndic qui sont adaptés à ce qu'on va attendre du gestionnaire. Et donc là, ça rejoint effectivement tout le volet syndic de redressement, et Alain Papadopoulos en parlera de façon certainement plus appuyée, sur le fait qu'une des démarches de CalISR, c'est de se dire qu'effectivement, il faut que les syndics puissent avoir un temps conséquent à consacrer à la gestion, au redressement des copropriétés, et que pour ça, ça peut générer des honoraires un peu plus importants. Et là, on rejoint les dispositifs et les aides que l'ANA propose, c'est-à-dire que l'ANA, aujourd'hui, a tout à fait intégré dans les outils qu'elle met à disposition des collectivités, des copropriétés qui rentrent dans certains dispositifs, que la gestion est un axe essentiel au redressement de la copropriété. C'est-à-dire que, évidemment, il faut éventuellement aider à réaliser des travaux pour rattraper le retard d'entretien, pour favoriser la rénovation énergétique qui va être aussi une source de maîtrise des charges. Évidemment, il faut travailler sur la solvabilisation des propriétaires les plus en difficulté, mais il faut aussi travailler sur la remise en place d'une clarification juridique, d'une clarification comptable et d'un meilleur fonctionnement. Et pour ça, ça demande du temps. Donc potentiellement un surcoût de gestion, et donc l'ANA accompagne aussi les copropriétés dites en difficulté qui sont accompagnées dans des dispositifs spécifiques pour prendre en charge le surcoût de gestion et demander au syndic d'être effectivement potentiellement plus présent. Après, quand on a des dispositifs, on a aussi l'opérateur qui va pouvoir jouer ce rôle-là en étant présent en permanence, en animant des formations, des ateliers à destination des copropriétaires, en proposant de mettre en place des échéanciers, etc. Donc tout ce travail-là, on peut le faire aux côtés du syndic, en plus du temps que le syndic pourra y consacrer. Mais disons que tout ça, on est vraiment dans les éléments déjà où on est dans l'action et dans le traitement de ces situations-là. Et il peut y avoir un axe préventif qu'on peut construire avec le syndic, mais ça suppose potentiellement, à mon sens, de les intégrer dans le contrat de syndic et d'y affecter des honoraires adaptés. Très bien. Oui, monsieur Albanese. Je sais que les temps d'intervention sont limités par thème, mais je ne vais pas faire trop long. Mais effectivement, on est déjà dans le sujet prochain qui est le traitement des impayés en lui-même. Mais deux remarques sur ce que propose Sébastien Wagner et sur lequel on dit Olivier Safar tout à l'heure. De mise en place d'un protocole précis de recouvrement de charges avec une périodicité bien définie. Très compliqué à mettre en place, Olivier l'a dit, mais très compliqué à mettre en place parce que c'est un petit peu du cousu humain en fait. Si on veut faire le recouvrement d'impayés de manière… alors, pour rebondir aussi ce qui a été dit sur le chat, mais pour le faire de manière bienveillante et humaine. La difficulté, je pense que c'est plutôt… dans l'automatisation et la déshumanisation du contentieux. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus pour la profession. Vous l'avez très bien dit, Madame
Madame Baron. Vous l'avez très bien dit, comment dire, le recouvrement de charges impayées, ça nécessite d'y consacrer beaucoup de temps. Sébastien l'a dit, c'est très précis. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que derrière, la procédure peut capoter parce qu'on n'a pas justifié de l'appel de fonds de tel trimestre et parce qu'on a oublié de la pièce, etc. Donc, ça nécessite pour les cabinets de syndic d'avoir du personnel dédié à ça, en fait. Moi, je m'en suis rendu compte dans mon cabinet pour lequel on a commencé de zéro en 2009. On a pris des copropriétés petit à petit. Je m'occupais moi-même de la relance contentieuse des copropriétaires. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, quand on a plusieurs immeubles, on a plusieurs gestionnaires, eh ben, est-ce que les gestionnaires ont le temps de s'occuper, en plus de leur travail quotidien, du recouvrement de charges? C'est très complexe. Donc, moi, j'ai embauché quelqu'un qui s'occupe que de ça. Donc, effectivement, puisque j'embauche quelqu'un qui s'occupe que de ça, en plus de mes gestionnaires et comptables, et je pense que pour Olivier, c'est pareil, on a une structure très pyramidale et très précise avec un trinôme, on va dire, gestionnaire, assistante, comptable, plus un service recouvrement. Et donc, forcément, c'est du personnel et c'est du temps à consacrer. Mais à mon sens, le plus important, c'est d'avoir effectivement cette gestion bienveillante et humaine, mais ça nécessite de faire du cousu humain. On peut avoir un processus très clair établi de recouvrement de charges, mais à mon sens, il ne doit pas être contraignant parce que c'est très complexe. Il y a aussi on peut faire un parallèle avec justement les fameuses procédures de mise en place d'un administrateur spécifique quand on a plus de 25%, enfin en tout cas entre 15 et 25% de charges impayées à la clôture de l'exercice. C'est-à-dire qu'il fallait bien prendre un moment dans l'année pour savoir quand est-ce qu'on peut déclencher cette procédure. C'est à la clôture de l'exercice. Et parfois, on se retrouve avec des copropriétés pour lesquelles on a explosé notre budget parce qu'on avait une canalisation à remplacer en cours d'année et qu'il a fallu qu'on fasse un peu vite. On a explosé notre budget de travaux courants et on peut se retrouver dans cette situation-là. Et attention à l'automatisation ou en tout cas à la contrainte d'un processus de recouvrement de charges qui pourrait ne pas être adapté à toutes les copropriétés. Donc, qu'on ait une espèce de, on va dire, de trame qu'on peut expliquer à nos copropriétaires. Et là, encore une fois, il faut qu'on fasse de la communication vers nos copropriétaires parce que c'est pas à eux de venir, enfin, c'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on communique avec les copropriétaires là-dessus. Hein. Il faut vraiment le redire. Certains ont peur, effectivement. Certains ont honte de dire j'ai des difficultés financières. C'est pas facile à dire. Mais il faut dédramatiser ça un petit peu et le rendre plus bienveillant. Et effectivement, ce processus de recouvrement de charges normé, très bien. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais attention à ne pas le rendre impératif parce que derrière, on aura du mal à s'adapter dans certaines copropriétés. Voilà ma petite remarque sur ce sujet-là. Alors, vous l'avez bien dit, on a un petit peu anticipé la deuxième partie, donc c'est tout à fait normal et on la complétera de manière un petit peu différente. Moi, ce que vous dites tous ensemble là, sur le processus de recouvrement, j'ai envie d'en faire un petit parallèle avec ce qui se passe dans le logement social, parce que c'est des processus qui sont très normés, avec là des corps de métier qui interviennent à chaque moment de l'impayé. Vous avez des conseillers sociaux, vous avez également des rédacteurs juridiques une fois que la phase contentieuse est enclenchée. Alors j'imagine que pour de petits syndics, c'est difficile à mettre en place, mais est-ce qu'il y a un parallèle ou quelque chose à s'inspirer du processus de traitement des impayés de loyer en logement social versus les impayés de charges de copropriété? Si personne veut répondre, quand je parlais du protocole de recouvrement, en fait, je pensais à la stratégie des bailleurs sociaux qui est assez normée pour avoir, en fait, on a la chance, en fait, en France, d'avoir des syndics, on va dire, artisanaux. Mais le problème, quand on a une vague d'impayés qui arrive, il faut passer au mode industriel. Et ce n'est pas pour rien que je dis que le protocole de recouvrement est intéressant parce que ça permet de normer, on va dire, à peu près tout le monde, avec les différences qu'il faut avoir. Et tu as entièrement raison, Jean-Charles, et c'est ce qu'on a fait pour le registre, avec les différentes étapes en taille de copropriété, etc., pour bien faire attention dans les procédures qu'il y a à faire, et même au niveau de la philosophie des aides
de l'agence, on fait bien attention sur le type de parc, etc., qui sont impactés, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas, on ne fait pas le même projet de travaux d'une copropriété à une autre. On s'adapte en fait aux besoins de la copropriété pour pouvoir faire ce plan de travaux et de l'amélioration de gestion. Mais je pense qu'en tout cas, il y a plusieurs axes en fait à travailler. Un, si je reste sur les syndics, aujourd'hui, ce que subissent ces syndics, c'est un dumping social. C'est-à-dire qu'en concurrence, en fait, tout le monde essaie de voir le moins cher possible. Et ce qui fait de vouloir le moins cher possible, eh ben, il y a moins d'effectifs, moins de présence et donc un portefeuille qui explose pour les gestionnaires. Et ayant été gestionnaire, je sais la vie qui peut être énorme quand on a un portefeuille qui devient dramatique, parce qu'il faut tenir en fait le budget, avoir quand même une rentabilité, parce que c'est quand même le rôle aussi de tout syndic, et d'avoir un immense portefeuille c'est une gestion qui est moins proche en fait du terrain, où les gestionnaires n'ont pas le temps. Et on pourrait dire, bah voilà, il faudrait une limite de portefeuille. Là, je crois que c'est le rapport de l'ARC depuis peu qui dit aussi, entre les lignes, en fait, d'avoir un portefeuille limité. Mais il faudrait éviter aussi ce dumping qui est fait, de mise en concurrence, et qui fait que les prix au rabais, et donc ce qui fait que les portefeuilles doivent être de plus en plus gros pour pouvoir tenir les budgets. C'est une position personnelle, vous me direz ce que vous en pensez, les syndics, etc. Mais en tout cas, je pense que aujourd'hui, à Paris, les charges moyennes en fait, d'un syndic, c'est 200 €, c'est rien. Vous vous rendez compte, c'est 20 € par mois, c'est même pas un forfait Internet. Pour quelqu'un qui doit être présent avec un comptable qui refait la copropriété, qui fait les comptes de la copropriété, quelqu'un qui s'occupe du contentieux, des assistantes, etc., ce n'est pas grand-chose. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce coût que les copropriétaires doivent comprendre pour avoir une qualité de gestion qui doit être derrière. Ensuite, comme je suis l'ANA, je suis obligé de penser aussi État. On a plusieurs problématiques, c'est que la copropriété est un petit poussé. Quand elle va en procédure, en saisie immobilière, etc., donc passe au tribunal judiciaire qui est encombré. Donc déjà, les procédures mettent beaucoup de temps. Donc les impayés explosent encore plus le temps d'avoir l'aboutissement de procédure. Et donc il y a ça à régler, je pense, en termes de tribunal et d'avoir accès rapidement, en fait, aux audiences et aux décisions des juges là-dessus. Je pense aussi que le syndicat des copropriétaires est un peu un oublié. Je vous donne l'exemple de la Banque de France, quand elle fait des commissions de surendettement, elle privilégie de payer le bailleur, enfin le propriétaire, mais elle ne privilégie pas le syndicat des copropriétaires. Alors que c'est un impact fort d'avoir des dettes en copropriété, surtout quand on a du collectif, c'est-à-dire l'eau froide, le chauffage, l'eau chaude, et qu'un copropriétaire ne paye pas ou que la commission de surendettement a dit bah, vous avez un étalement sur 10 ans, parce que c'est déjà arrivé dans certains dossiers, ou pire encore, je vous efface la dette, et donc ce sont les autres copropriétaires qui se mettent à payer le reste de la dette, ça a un effet très néfaste, à la fois dans la copropriété, les voisins, etc. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire dans les commissions de surendettement pour privilégier les syndicats de copropriétaires. C'est-à-dire que comme, je suis désolé de le dire comme ça, hein, je vais caricaturer, lors d'une saisie immobilière, on a la copropriété qui a droit à l'année en cours, plus ces 2 années derrière de charge, qu'on appelle les super privilèges. Et je compare ça, en tout cas, quand j'explique à des lycéens et des universitaires qui font de la formation habitat. En gros, vous avez de grands vautours qui sont l'État, le Trésor public, la banque qui attendent, qui comptent en fait jusqu'à 3, qui laissent nourrir le petit syndicat des copropriétaires qui est un bébé faucon. Ils comptent jusqu'à 3, 1, 2, 3, et ensuite, paf, il n'y a plus rien pour le syndicat des copropriétaires. Et c'est comment, en fait, de laisser plus de marge que le syndicat de propriétaires en saisie immobilière pour récupérer le maximum d'argent, parce que ce sont les autres copropriétaires qui, à la fin, vont payer les créanciers recouvrables, et au lieu peut-être de compter jusqu'à 3, de compter jusqu'à 5, de 5 années, 5 dernières de charge, et en fait de solidarité entre de grandes puissances qu'il faut faire. On peut revenir aussi sur la prévention. La France des propriétaires, pour moi, ça n'existe pas. Il y aura toujours des locataires, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires. Et c'est le problème de l'entrée en copropriété, où, à mon sens, on ne garde pas assez les charges que vont payer les copropriétaires et les coûts de travaux qui vont arriver par la suite. Et il serait bien qu'en fait, que les banques, quand elles font l'endettement, le taux d'endettement, elles incluent les charges et les travaux qui vont arriver, pour voir si ce copropriétaire, ce futur copropriétaire est en maintien. Ce que je dis là, c'est, on pourrait me dire, mais attendez, France de propriétaires, c'est l'ascension sociale. Mais clairement, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être propriétaires au regard de leur revenu, en tout cas en copropriété, pas être en propriétaire, et les laisser acheter un logement, croire à cet ascenseur social, en fait, on les bloque derrière. Et donc, je pense qu'il y a des améliorations à faire.
en termes législatifs, et je rejoins particulièrement l'ARC. Par contre, il y a des choses à bien faire attention, et notamment toujours rester à taille humaine, c'est-à-dire copropriété par copropriété. Une des remarques de l'ARC, en tout cas de ses propositions, c'est que l'ANA déclenche les mandataires ad hoc automatiquement. Moi, ça me dérange parce que, Jean-Charles, tu l'as très bien dit, des fois, il peut y avoir des explosions de charges qui se font, et notamment ces chauffages collectifs, des fois, un hiver plus rugueux, ce qui fait que le budget n'est pas tenu, donc on dépasse les 15% de budget ou 25% de budget. Et surtout, je rappelle à tous que les données du registre sont déclaratives. Je ne suis pas là pour surveiller et voir ce qui se passe dans les données qui ont été données par les syndics. Des données déclaratives, donc judiciairement, ça me paraît très compliqué que l'ANA puisse demander un mandataire ad hoc alors que ce sont des données déclaratives. Mais la proposition, en tout cas, la philosophie de la proposition de l'ARC est vraiment très intéressante. C'est de quelle manière aussi on peut faire parler collectivités et syndics et d'avoir des partenariats locaux pour qu'un syndic puisse aussi alerter les collectivités quand il y a un souci qui se met en place. Et de pouvoir le dire le plus en amont possible et d'avoir une relation de confiance entre collectivités locales et syndics qu'on n'a pas encore, parce que quand on lance des opérations ANA, type POPAC, OPAC, etc., on met déjà 1 an avant que les syndics nous transmettent les éléments. Parce que les syndics, peut-être par méfiance, nous refusent de nous transmettre des documents, de faire des réunions, etc., ou se protègent du RGPD, alors qu'il est écrit clairement dans le CCH, quand il y a une opération programmée ou un plan de sauvegarde, le syndic doit transmettre les éléments. Et donc, je pense qu'il y a aussi une problématique de confiance entre services publics et syndics, ce que je peux comprendre, parce qu'un syndic peut se dire, mais qu'est-ce que la collectivité vient de me voir alors qu'on est en privé, que je fais bien mon taf, etc. On n'est pas là pour juger, et même les copropriétaires sont très réaction. On est dans du parc privé, pourquoi la puissance publique vient me voir? Et je pense qu'il y a aussi cet effet de communication et de meilleure entente qu'il doit y avoir entre les services publics locaux et les syndics locaux. Et je m'arrête là parce que je parle beaucoup à chaque fois. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, comme on a déjà largement abordé le deuxième temps de notre webinaire sur le traitement des situations d'impayés, j'aimerais juste vous interroger sur 2 points en particulier. Le premier, c'est comment on prévient structurellement la situation d'impayés. Olivier Safar l'a un petit peu abordé tout à l'heure avec le fonds de travaux qui n'est pas si bien adapté, mais comment en fait on fait de la rénovation énergétique, comment on améliore aussi le conseil du syndic auprès des copropriétaires pour permettre une diminution des charges courantes et donc par écho potentiellement une diminution des impayés. Je ne sais pas qui souhaite s'exprimer là-dessus. Peut-être. Je vais peut-être recommencer et reprendre la parole avec grand plaisir. Tout à l'heure, je vous ai dit effectivement qu'il y avait un fonds de travaux, mais l'intérêt du fonds de travaux, ce n'est pas ça. C'est d'abord le diagnostic technique global de l'immeuble. C'est simple, quand vous allez chez le médecin, il vous dit voilà, vous avez telle difficulté, voilà vos problèmes, et il faut les régler, et voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce qu'on va faire sur le prochain mois, mais voilà ce qu'il va falloir faire sur du moyen terme ou du long terme. Et l'intérêt du diagnostic technique global, c'est de donner une situation de l'immeuble en disant, voilà, en urgence, il y a telle chose à faire, sur du moyen terme de 2 ans ou 3 ans, voilà ce qu'il faudra faire, et ensuite, effectivement, à 5 ans, 7 ans, vous aurez les travaux de ravalement, de rénovation, de toiture ou autre chose. Là-dessus, il faut rajouter toute la partie rénovation énergétique, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est en améliorant l'immeuble, en améliorant cette partie énergétique qu'on va faire baisser en même temps les dépenses du syndicat des copropriétaires. Cette analyse-là, elle est très importante et c'est là où effectivement, il faut modifier les choses. Ce DTG, il est global, mais il doit tenir compte effectivement de cette partie énergétique. Et derrière, le fonds de travaux, il doit être en fonction de ce qui est indiqué dans ce plan pluriannuel de travaux. Si on ne met pas en place un plan pluriannuel de travaux, si on ne l'organise pas sur du moyen terme et du long terme, il ne se fera rien. Et c'est ce qui va accélérer la dégradation de l'immeuble, augmenter les impayés, parce que des travaux, il y en aura à faire au fur et à mesure. Quand vous changez une colonne sur tout un immeuble, mais que vous êtes pris en avance, vous avez pu effectivement rédiger le cahier des charges correctement, faire un appel d'offres, comparer les devis, discuter avec les entreprises. Quand vous êtes en urgence parce que ça coule, vous prenez le premier qui est disponible le vendredi soir à 19 h pour faire les travaux, pour éviter que tout soit inondé toute la journée, tout le week-end. Et bien évidemment, c'est plus cher. Ça, c'est un point important et c'est cette analyse-là qu'il faut faire comprendre à tous les copropriétaires.
Aujourd'hui, on a une difficulté de communication, de compréhension, d'indiquer que les choses ne se font pas en une journée, mais se font sur du moyen terme et du long terme. Notre deuxième difficulté, c'est qu'un copropriétaire, il reste en moyenne moins de 7 ans dans son appartement. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, il revend son appartement. Et si vous lui dites, ben voilà, il y a des travaux, votre plan pluriannuel de travaux, c'est sur les 10 ans et il faudra faire les travaux de ravalement dans 7 ou 8 ans, ben, le copropriétaire, il va dire, ben, surtout pas moi. Je ne veux pas en entendre parler, ça sera pour mon successeur. Et mon fonds de travaux, ben, je ne veux pas le mettre parce que le jour où je m'en vais, ben, il ne m'est pas remboursé. Et ça, c'est la deuxième difficulté. Si on considère aujourd'hui qu'on va vers un DTG, un plan pluriannuel de travaux et un fonds de travaux qui va être calculé en fonction des travaux à réaliser, mais que ce fonds de travaux est remboursable le jour de la vente par le copropriétaire, eh bien, on va faciliter les choses. On va améliorer l'entretien de l'immeuble et on va, au fur et à mesure, mais pas en une journée, diminuer le montant des impayés en diminuant les dépenses courantes du syndicat des copropriétaires. Ça, c'est un point important. Alors, j'aimerais du coup, par rapport à cette problématique de rénovation énergétique, donner la parole à Estelle Baron sur le rôle de Solia en tant qu'opérateur sur ces questions. Alors, on a différents rôles. Effectivement, dans le diffus, on va accompagner tous les dispositifs qui permettent aux copropriétés. Alors, quand on dit dans le diffus, c'est en dehors du secteur opérationnel. Donc, c'est pour toutes les copropriétés de droit commun qui peuvent accéder à des aides. Et donc, on le sait, avec le plan de relance, on a MaPrimeRénov' qui permet aujourd'hui d'accompagner massivement toutes les copropriétés qui peuvent prétendre à 35% de gains énergétiques. Donc là, comme d'autres opérateurs intervenant sur ces sujets-là, on peut accompagner les syndics, les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique pour définir le bon projet, pour vérifier qu'il rentre dans les critères d'éligibilité et pour aller chercher les aides, alors soit les aides nationales, hein, comme ce que l'ANA a mis en place, soit les aides locales, voire les aides sociales pour les propriétaires occupants qui pourraient venir compléter un plan de financement. Donc, c'est vrai qu'on va toujours, nous, en tant qu'opérateurs associatifs, être vigilants à ce qu'un projet de rénovation énergétique ne soit pas un moment d'exclusion pour les propriétaires les plus modestes. Et donc, on va faire en sorte qu'il soit tenable financièrement pour les personnes, parce que si on rénove massivement une copropriété, qu'on est sur des quotes-parts importantes de plus de 10, 20, 30 000 euros, mais que certains copropriétaires ne peuvent pas y faire face sans envisager de vendre leur logement, on pense que la stratégie de faire en sorte de maintenir une certaine mixité sociale aussi dans les immeubles et de permettre à tous d'accéder à un logement sain et rénové ne sera pas correctement mise en œuvre. Donc, on va toujours réfléchir à toutes les possibilités de financement et de compléments de financement pour faire en sorte que les situations soient tenables pour tout le monde et que le projet collectif ne soit pas remis en question à cause de situations individuelles un peu fragiles. Et donc là, forcément, on va aller aussi sur toutes les réflexions autour des outils de financement, puisqu'on a les subventions, mais on a toute la question du financement qui est incontournable. Les subventions viennent une fois que les dépenses sont réalisées. Donc, si on n'a pas d'outils de financement, il faut normalement, théoriquement, avancer les subventions. Notre action, ça va être aussi de travailler avec les syndics et les copropriétaires à la mise en place de prêts pour préfinancer les subventions et éventuellement de prêts pour échelonner le reste à charge des copropriétaires pour pouvoir étaler cet effort financier dans le temps et leur permettre d'assumer financièrement ce que ça représente. Et après, évidemment, dans les dispositifs publics où on va intervenir massivement pour traiter des situations avec un retard d'entretien très important, on va travailler sur les deux axes, sur le besoin de travaux, le besoin de rattraper un retard d'entretien évident, et donc on va plutôt aller chercher des financements qui sont dédiés au traitement de l'habitat dégradé, mais on va toujours se poser la question à l'occasion d'une intervention sur le traitement d'un retard d'entretien, sur comment embarquer une amélioration énergétique pour aller un peu plus loin, parce que souvent d'ailleurs l'amélioration énergétique ne représente pas un surcoût si important que ça. C'est, par exemple, pour un ravalement, c'est pas l'isolant qui va être coûteux, c'est le ravalement en tant que tel, et le fait d'ajouter de l'isolant n'est pas forcément si coûteux que ça, à condition qu'on ait effectivement toutes les conditions qui permettent d'assumer ce surcoût supplémentaire. Donc, on va toujours travailler à la possibilité d'embarquer une amélioration énergétique, ce que tous les dispositifs
public aujourd'hui, à ma connaissance, favorise et ça fait partie des critères maintenant qui sont imposés à tous les intervenants dans les copropriétés en difficulté. Et effectivement, on va travailler aussi au fait que ce parc qu'on va rénover avec des investissements publics reviennent à un niveau aussi de qualification, enfin d'entretien conforme au parc, au patrimoine neuf éventuellement qui va se construire à côté. Si on rattrape un retard d'entretien pour remettre à niveau, mais qu'on est déjà en décalage par rapport au parc de proximité qui se rénove de façon très importante ou qui se construit en neuf, on n'aura pas été complètement au bout du processus, et donc on essaye autant que possible, quand les conditions financières nous le permettent, d'apporter aussi à ces rénovations une amélioration en intégrant tout le volet énergétique qui est incontournable aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. Il y a des réactions dans le chat. C'est vrai qu'on parle beaucoup de travaux, mais il y a aussi évidemment la simple maîtrise des charges qui, voilà, on n'aura sans doute pas le temps de l'aborder plus amont. J'aimerais qu'on aborde tout de même la partie CALISR avec Alain Papadopoulos sur voilà, quand une copropriété est dans une situation difficile, et notamment pour cause d'impayé de charges, quels sont les rôles des syndics certifiés CALISR? Comment on se certifie CALISR? Je vous laisse la parole. Oui. Oui, dès lors qu'un syndic est certifié, dans le référentiel de la certification, il y a au moins deux chapitres qui sont importants, qui correspondent aux deux leviers qu'a un syndic, je dirais, quand il s'attaque au problème des impayés dans une copropriété. Le premier, c'est la maîtrise des charges. Et évidemment, le deuxième est l'ensemble des actions en vue du recouvrement des arriérés. Donc, il y a deux chapitres importants du référentiel. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux chapitres mentionnent l'importance de la collaboration avec le conseil syndical, avec un conseil syndical évidemment impliqué. Alors, soit il est existant et on s'appuie dessus, soit des fois il faut aller le chercher, c'est-à-dire il faut presque le reconstituer dans les copropriétés qui sont en situation difficile. Des fois, les copropriétaires ont un peu baissé les bras. Et il faut reconstituer un organe de conseil syndical digne de ce nom. Le conseil syndical a un rôle extrêmement important. Moi, de mon expérience de syndic, je me rappelle d'une copropriété où un conseil syndical qui était là depuis le début, c'est une copropriété qui était dans un secteur urbain relativement plaire, relativement modeste. C'était une copropriété de 300 logements. Les nouveaux copropriétaires étaient accueillis chaque trimestre avec un pot convivial, mais en fait, derrière ce pot convivial, c'était un véritable guet-apens, c'était une explication des gravures et une sensibilisation à la nécessité de payer les charges. Et explication du processus de recouvrement que l'on avait mis en place, protocole de recouvrement que l'on avait mis en place dans la copropriété, comme on l'avait fait d'ailleurs dans d'autres copropriétés. Dans cette copropriété de 300 logements, 15 jours après l'envoi de l'appel de fonds, le solde global des copropriétaires, c'était 32 francs 25, autour de ça. Voilà. Pour donner une image de l'efficacité, je dirais, de l'intervention d'un conseil syndical. Donc, un des éléments importants du référentiel, c'est effectivement de bien prouver qu'on mobilise le conseil syndical dans ces actions. Alors, la maîtrise des charges, oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la maîtrise des charges est importante parce que plus une copropriété dysfonctionne, plus les charges sont élevées, en fait. Ça a un effet mécanique. Olivier Safar l'expliquait très bien. On
fait les choses au coup par coup, ça fuit de tous les côtés, on n'arrête pas de réparer, réparer par-ci et par-là. Et en fait, une des actions de la maîtrise des charges, c'est pas seulement de renégocier les contrats, c'est aussi d'envisager les investissements nécessaires pour faire baisser justement ces actions d'entretien intempestif et désordonné qui alourdissent énormément les dépenses. Donc voilà. Après, je dirais la deuxième partie du référentiel sur le recouvrement des charges, c'est là aussi avoir une implication du conseil syndical dans le suivi avec le syndic de toutes les actions qui sont faites et le relais que le conseil syndical peut faire preuve, je dirais, par rapport aux actions du syndic pour les expliquer, pour faire en sorte qu'elles soient mieux admises et qu'il y a l'effet, si vous voulez, dans ce que fait un syndic en matière de recouvrement, il y a un effet pédagogique aussi. C'est que les autres copropriétaires regardent. Et il n'y a rien de pire, je dirais, dans une copropriété pour la rupture du lien social que de s'apercevoir ou d'avoir l'impression que le syndic ne traite pas les gens de la même manière, qu'il est laxiste vis-à-vis de certains. Bon, on ne comprend pas pourquoi ça traîne, donc on pense tout de suite que c'est parce que le syndic ne fait rien. Et donc, le fait d'avoir une transparence et une explication permanente relayée par le conseil syndical auquel les copropriétaires ont tendance à faire confiance au syndic est un élément extrêmement important. Il faut aussi dire qu'il y a besoin aujourd'hui de modifications législatives. Sébastien Caté-Wagner l'a expliqué tout à l'heure, l'a mentionné en tout cas. Je voulais vous interroger collectivement pour conclure, puisqu'il y a aussi beaucoup de remarques dans le chat sur des idées d'amélioration, de modifications réglementaires ou législatives. On va conclure là-dessus. S'il y avait, de votre point de vue, et en un mot, une modification qui vous semblerait principale à mettre en place pour limiter ces situations d'impayés, ou en tout cas les prévenir ou les résoudre, en un mot. En un mot, nous, on est plutôt favorable, au DTG. Si ce diagnostic technique global est gratuit ou en tout cas pris en charge d'une certaine façon, les copropriétaires le feront plus facilement. Ça, c'est une demande que l'on a faite et elle nous semble raisonnable, raisonnée et surtout permettre de savoir où on va pour chaque copropriété. Chaque copropriété est différente. Et derrière, la mise en place du plan pluriannuel de travaux et le calcul du fonds travaux en fonction des travaux à réaliser et de la durée du plan pluriannuel de travaux. Donc ça, c'est une première modification, on l'a demandé. On sait qu'on a été entendu partiellement, mais visiblement, ça ne vient pas comme il faut, ou en tout cas, ça ne permet pas d'accélérer suffisamment. Deuxième difficulté, c'est la portabilité du fonds travaux. C'était demandé à ce que le fonds travaux, une fois qu'il est abondé, s'il correspond à 3 000 € pour un copropriétaire, le jour où il revend son appartement, qu'il puisse récupérer ces 3 000 €. Il est clair que… Et Estelle Baron n'est pas d'accord avec vous. Opposé, je sais, mais vous avez deux choses. Vous avez l'effet technique du montant et l'effet psychologique. Aujourd'hui, le fonds de travaux ne marche pas parce qu'il est bloqué psychologiquement. Pourquoi? Parce que les copropriétaires, ils veulent bien abonder, ils veulent bien mettre de l'argent, mais si effectivement s'ils doivent repartir, ils veulent récupérer leur argent. Et ce n'est pas anormal. Donc, il y a cette partie effet psychologique qui va être difficile. Mais je le sais, on le voit bien. Regardez, prenez un pays comme le Canada, au Québec, vous avez un fonds de travaux qui est beaucoup plus important et qui est, lui, effectivement, le jour où le copropriétaire s'en va, le fonds de travaux, il reste là, mais c'est à l'acquéreur de lui rembourser la quote-part de fonds de travaux. C'est-à-dire le syndicat des copropriétaires ne rembourse rien, c'est simplement entre l'acquéreur et le vendeur que ça se passe. Moi, je ne demande pas à ce que le syndicat reverse l'argent au copropriétaire. Je demande simplement à ce que le copropriétaire, le jour où il s'en va, il puisse le dire à son acquéreur, voilà, j'ai versé 3 000 € de fonds de travaux parce que dans l'immeuble, il y aura besoin, et vous me les remboursez le jour de la vente chez le notaire. Et ça, je pense que c'est un point important. Alors, il est 11h30. On va, sauf si quelqu'un souhaite réagir sur le règlement, tout le monde. Alors, vraiment, en un seul mot, je vous laisse 30 secondes par personne, vraiment. On commence peut-être par Jean-Charles Albanesi.
Oui, alors, moi, à mon sens, j'ai pas de solution idéale, hein, si ce n'est plus d'argent à la fin du mois pour tout le monde, mais bon, ça, c'est différent. Non, d'un point de vue judiciaire et purement judiciaire, peut-être accélérer les procédures, enfin permettre l'accélération des procédures de recouvrement de charges judiciaires par des processus simplifiés. Je sais pas, voilà, j'ai pas de solution, et peut-être aussi un allongement des délais de prescription pour les charges de copropriété, qui serait vraiment le bienvenu. Voilà, c'est juste quelques petites réflexions comme ça. Et merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir laissé l'occasion de parler. À très bientôt. Merci beaucoup. Estelle Varon. Oui, alors j'ai parlé de la possibilité de financer les restes à charge des copropriétaires dans le cadre de financements importants. Je rebondirai effectivement sur l'importance de préserver le super privilège de la copropriété, voire de l'élargir. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on privilégie la copropriété sur au moins 5 ans d'arriéré pour permettre de laisser le temps à l'aboutissement de certaines procédures, même si aujourd'hui on a des procédures plus rapides. Et puis, il y avait effectivement une mention dans le commentaire qui rebondit, dans les commentaires qui rebondit sur ce que proposait M. Albanesi, de pouvoir éventuellement avoir des procédures adaptées, simplifiées, comme une saisie sur loyer automatique pour des bailleurs qui touchent des loyers mais ne payent pas leurs charges, par exemple. Enfin, voilà. Mais vraiment, l'élargissement du super privilège, ça me semble indispensable, d'autant plus qu'a priori, la question des privilèges est en train d'être réformée et ça fait partie des préconisations du rapport Braille de l'ANA de 2012. Donc, je pense qu'il faut pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir avancer là-dessus. Et puis, Sébastien. Alors, moi, je vais faire des propositions radicales. Mais c'est pour qu'il y ait du débat et que ça remonte femme. Le premier, c'est un fonds de garantie, de créer un vrai fonds de garantie des impayés. Je donne un exemple. Quand vous avez un accident de voiture et que la personne en face de vous n'est pas assurée, il y a un fonds de garantie qui est là pour vous assurer. Et en fait, de faire la même chose pour les copropriétés, d'avoir un fonds de garantie pour les créanciers recouvrables de copropriétaires, ou que ce soit les copropriétaires qui le payent eux-mêmes. Et je pense que créer ce fonds de garantie permettrait une industrialisation, une sécurisation pour les copropriétaires. Je resterai aussi sur l'objectif vraiment de prévention avec des guides pour les nouveaux propriétaires. Qu'est-ce que c'est d'être en copropriété, les droits et les devoirs, des vérifications des banques, de leur endettement, etc. Et je resterai sur aussi deux choses radicales. Une qui va vous crisper tous, j'en ai jamais parlé, c'est qu'un propriétaire bailleur ait l'obligation de passer par une agence immobilière pour les gestions locatives. Et cette agence de gestion locative paye en priorité les charges de copropriété. Parce qu'on voit bien qu'une grande partie des dettes, ce sont les propriétaires bailleurs, et qu'il faut, au bout d'un moment, traiter vraiment les impayés de manière massive. Il faut que ça soit géré par des professionnels de l'immobilier et qui payent en priorité les charges de propriétaires vont payer les propriétaires. C'est radical ce que je dis là-dessus. Et la dernière chose, c'est aussi de forcer les banques qui touchent en fait des fonds, par les fonds de travaux, les livrets A, etc., qu'elles aient l'obligation de faire des prêts à destination des copropriétés quand elles ont des fonds de travaux dans leur banque, et notamment des livrets A, des copropriétés. Et ça arrangerait, je pense, beaucoup de copropriétés qui se retrouvent dépourvues de ne pas avoir de prêts. Estelle le disait bien, de préfinancement de travaux, de prêts reste à charge, etc. On a obligé les banques, quand même, ont les fonds de cotisation de ces fonds de travaux, à pouvoir faire des prêts à destination des copropriétés. Eh bien, des solutions très concrètes et effectivement assez radicales pour conclure. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir été présents et d'avoir alimenté le débat sur ce sujet. Je pense que les discussions étaient vraiment d'un très haut niveau et d'ailleurs dans les commentaires c'est souligné. Donc je vous remercie beaucoup pour votre participation, vos idées et vos retours d'expérience. On a eu de vrais éclairages sur des sujets qui étaient assez techniques. Voilà, comme quoi tout sujet technique peut finalement, et Sébastien le montre, assez politique en définitive. Donc merci beaucoup. Et on va vous faire une restitution de ce webinaire que vous pouvez retrouver sur notre site internet alenium.com. On vous le rediffusera en replay pour ceux qui n'ont pas pu y participer ou pour ceux qui se seraient déconnectés. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. On était jusqu'à 130 personnes connectées en tout. Merci beaucoup à vous et en plus de votre fidélité sur toute la durée du séminaire, parce qu'il y a eu très peu de déconnexions en définitive. Vous pourrez également, on fera des petits articles sur notre site internet par rapport aux ouvertures qui ont été proposées à la fois par nos intervenants ou dans le chat. On a essayé le maximum possible de prendre vos questions, mais ça nous créera quelques ouvertures pour
aussi alimenter le débat et pourquoi pas organiser un nouveau webinaire sur ce sujet ou un autre en complément. Merci beaucoup à tous et puis très belle journée à vous. À bientôt. Merci, à bientôt à tous. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end.